Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Ce drame ce matin dans la commune d'Anyama, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain. Le bilan provisoire fait état de 13 morts et une vingtaine de maisons ensevelies. Pour éviter d'autres drames, cette fois d'origine électrique, la CIE a fait le tour de ses installations ce jeudi. Elle appelle les populations à la prudence et puis il appelle à une élection apaisée de l'ancien chef d'État ivoirien à 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est une journée noire pour la Côte d'Ivoire. Des pluies diluviennes ont entraîné des inondations et des glissements de terrain qui ont fait au moins 13 victimes dans la commune d'Anyama, selon un bilan qui risque encore de s'alourdir. Tim et danger, Fulgence Kissiedo. Anyama en larmes. La cité de la Kola pleure 13 de ses habitants du quartier Fakala. Plusieurs autres encore, sous les décombres, restent portés disparus. En cause, un éboulement de terre, dénudant les rails sur une dizaine de mètres. Il a fini sa course sur les habitants dans ce bassin d'orage. Plusieurs riverains ont été surpris dans leur sommeil et se retrouvent enfermés dans leur maison ensevelie. On était venu pour boire un petit café. D'un seul coup, on a entendu poum. On a vu la terre s'écouler sur les maisons. On a fait ce qu'on pouvait faire pour aider les gens. À leur secours, ces agents du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Dans cette zone marécageuse, le théâtre des opérations est glissant, mais pas de quoi arrêter les sauveteurs. Les premiers corps repêchés sont conduits ici et recouverts de plastique, en attendant les services des pompes funèbres qui se mettent immédiatement au travail avec l'appui des riverains. Les premiers corps sont mis dans les corbillards. Les rescapés, eux, sont pris en charge par les pompiers. C'est là la maison cousue. Ils ont cousu, mais ils n'ont pas mis pour qu'elle ne peut pas bien la sentir. On était couchés ce matin et on a vu que tout tremblait. Je me suis levé et j'ai vu que ma maison est tombée. J'ai attrapé la toile qui m'a déchiré le bras. Mais, Dieu merci, j'ai pu sortir avec ma femme. Ce matin, je me suis levée pour rentrer dans les toilettes. À mon retour, la maison bougeait. Peu après, elle s'est écroulée. Alors que j'essayais de sortir, une brique est tombée sur ma jambe. Une tôle, tombée aussi, m'a déchiré le pied. Dieu merci, grâce à Dieu et à mon mari, j'ai pu m'en sortir et je suis toujours en vie. Informé du drame, le préfet descend sur le terrain. L'émotion dans la voix, l'administrateur civil dévoile le bilan de cet éboulement. Il y a eu de fortes précipitations de la nuit de mercredi à jeudi. Et ces précipitations ont entraîné un éboulement avec coulée de boue. Et toutes les maisons qui étaient sur le flanc de ce talus-là ont été emportées. Une vingtaine de maisons. Le bilan provisoire est de 13 personnes décédées, des personnes secourues. Le gouvernement suit attentivement la situation sur le terrain. Pour se faire une idée du drame, le ministre de la Sécurité est le premier sur les lieux pour s'enquérir de la situation. 1 heure plus tard, il est suivi du ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Tous expriment la compassion et la solidarité du gouvernement. Au-delà de l'émotion, tous déplorent la recolonisation du site. Sur ce point, le préfet Toby Irié appelle ses administrés à quitter les zones à risque en ces temps de pluie. Toutes les populations concernées par les déguerpissements ont été déjà informées. Et certaines d'entre elles depuis 5 ans. Certaines de ces populations ont été déjà dédommagées. Depuis 2015, 2016. Il y a eu une recolonisation de ces sites. Donc c'est le message que nous lançons à toutes les populations d'Abidjan. Quitter les zones à risque parce que les pluies qui arrivent seraient beaucoup plus importantes que celles de l'année précédente. Notons que ce sont plus de 20 maisons qui ont été ensevelies par cet éboulement de terre. Les recherches restent en cours pour retrouver des victimes encore sous les décombres. Et puis aussi pour éviter des accidents d'origine électrique, en cette saison des pluies, la compagnie ivoirienne d'électricité a fait le tour ce jeudi de ses installations. Le but étant de prévenir les populations des potentiels risques d'électrocution durant cette période de l'année. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Pendant cette saison des pluies, les risques d'accidents électriques sont plus que réels, notamment dans les emprises du réseau de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité. Après une présentation des ouvrages de la compagnie, le directeur adjoint de la sécurité au travail de la CIE a fait le tour de quelques installations avec des journalistes. Des garages mécaniques et plusieurs autres activités informelles se trouvent sous des pylônes
Au-dessus d'eux, des câbles transportant 225 000 volts de courant électrique. Si demain il y a un défaut, pour pouvoir retrouver le câble, c'est des problèmes. Et même si vous allez retrouver, pour pouvoir débarrasser tous ces débris avant de pouvoir faire les travaux, ça va prendre encore plus de temps. Si on a eu un bon point vraiment où on peut se débrouiller, on ne veut pas. Voilà. Donc, on sait que c'est dangereux, mais on n'a pas de moyens, c'est pourquoi on est une solution. Des espaces occupés et exploités par des populations souvent insouciantes ou purement ignorantes des risques qu'elles encourent. Le plus étonnant, c'est que certains sont installés par des agents des mairies. La mairie même nous accompagne ici. C'est la mairie même qui est venue nous installer ici. Suite à les travaux de déguerpissement, et puis la construction des chues sur l'autre côté, donc la mairie nous a devenu nous installer ici. C'est le futur marché des bétail d'abord. De 2016 à aujourd'hui, 27 décès liés à des électrocutions ont été enregistrés par la CIE, dont 10 cette année. Malheureusement, on a enregistré des drames. Et il y a des accidents qui s'est passé dans la zone de Blancro où un transformateur a explosé. Et malheureusement, les populations qui étaient en dessous, c'était un salon de coiffure. Donc la dame qui se coiffait et les personnes qui l'ont accompagnée sont pratiquement décédées. Donc c'est cette situation qu'il faut éviter parce que quand on ne sait pas quand est-ce que le transformateur peut exploser parce qu'il peut avoir une décharge atmosphérique sur le transformateur, il peut avoir d'autres problèmes. Le directeur adjoint de la sécurité au travail interpelle la population. Et en termes de prévention, la première action, c'est d'éviter d'occuper l'emprise des lignes électriques. Et quand je dis d'éviter d'occuper l'emprise, déjà ceux qui sont là doivent chercher donc à trouver des endroits où se réinstaller. Si malheureusement une ligne est défaillante, qu'elle tombe, on peut avoir plusieurs victimes. Avec autant de décès, l'engagement de la compagnie ivoirienne d'électricité en matière de sécurité, qui est de 0 décès lié à son activité, se trouve éprouvé et contrarié par l'incivisme de la population, où des poteaux électriques se retrouvent parfois à l'intérieur des concessions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi, 3 conseillers ont été nommés pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre prochain. On écoute Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 18 juin 2020 à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi, sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 6 ans. Madame Assata Koné, épouse Silué, enseignant-chercheur. Madame Rosalie Kwame Kindo, épouse Zalo, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Mamadou Samassi, avocat. Fait à Abidjan le jeudi 18 juin 2020. Dans le cadre du projet d'extension de la ville d'Abidjan, le ministre de la Ville, François Albert Amichia, a effectué ce jour une visite technique des promotions immobilières de la sous-préfecture de Songon, future ville de la banlieue abidjanaise. Yeli Traoré, Harouna Zeba. Commune de Songon, à l'ouest d'Abidjan. C'est là que le ministre de la Ville a effectué une visite technique pour passer en revue les projets des promotions immobilières. Ces projets, initiés par le gouvernement et la mairie, rentrent dans le cadre du décongestionnement de la ville d'Abidjan. Le maire de la commune salue cette visite, qui constitue un encouragement pour sa municipalité. Je voudrais déjà remercier le ministre de la ville, mon aîné Amichia, d'être passé nous saluer. À chaque fois qu'un ministre passe dans notre ville, ça nous donne l'occasion de remettre Songon dans l'agenda du gouvernement. Il vient apporter un éclairage particulier. Au lieu en plus de s'occuper de la problématique logistique de l'achèvement des chantiers immobiliers, il pose le problème de la qualité de vie, de la durabilité de la vie dans ces chantiers, dans ces cités-là. Et c'est un angle que nous avons saisi, parce que vous savez que les communes ne valident pas les cahiers de charges des opérations immobilières, c'est le ministère de la Construction, mais c'est les communes qui les subissent, puisque les gens vivent dans les communes. Le ministre de la Ville situe cette visite dans le cadre de la recherche de solutions au surpeuplement de la ville d'Abidjan. Pour lui, Songon, par sa proximité, peut jouer un rôle important dans l'extension de la capitale économique afin de résorber les difficultés liées à son encombrement. Depuis la mise en place du ministère de la Ville,
nous avons initié un certain nombre de visites sur le terrain pour faire l'état de lieu de certaines villes et faire des propositions, des recommandations aux gestionnaires de cités ou même à l'État. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes à Songon, parce que la commune de Songon, depuis quelques années, voit une multiplication d'opérations immobilières. Et nous voulions savoir si cela s'intègre dans le schéma directeur, dans le plan de la commune de Songon, et surtout si tout cela répond aux critères d'une ville durable, d'une ville nouvelle. L'actualité aujourd'hui nous interpelle. Nous sommes en pleine saison de pluie. Nous voyons que dans certaines villes, il y a des inondations. Cela doit nous servir pour construire les nouvelles villes. Nous sommes dans une période de pandémie. Est-ce que notre type d'habitat permet de prévenir ou d'affronter ce que nous sommes en train de vivre actuellement? C'est face au constat de la poussée démographique de la ville d'Abidjan et des nombreux phénomènes liés à cet état de fait que le ministre de la Ville encourage et appuie les projets comme ceux initiés par la commune de Songon, afin de permettre une meilleure oxygénation de la ville d'Abidjan, qui étouffe sous le poids de ses plus de 6 millions d'habitants. Des travaux pour faciliter l'accès à l'eau potable pour de nombreuses populations de Bouaké. La deuxième ville du pays débuteront samedi prochain. C'est ce qu'annonce ce jeudi le ministre en charge de l'hydraulique. Salif Elekoué, Eric Kemo. Bouaké, la métropole du centre ivoirien et 120 localités environnantes verront leur alimentation en eau potable renforcée. C'est ce qu'annonce ce jeudi le ministre en charge de l'hydraulique qui révèle que les travaux seront lancés ce samedi 20 juin. Ce projet, d'un coût global de 169 milliards 289 millions de francs CFA, permettra de produire 4000 m3/h pour un besoin en réalité de 2500 m3/h. Au terme de ce projet, les populations de Bouaké et des localités environnantes seront à l'abri désormais des difficultés d'approvisionnement en eau potable jusqu'en 2045. À en croire Laurent Tchagba, l'État ivoirien a fait de nombreux investissements pour faciliter l'accès à l'eau potable. Nous avons réalisé des investissements à hauteur de 600 milliards de francs CFA. Et ça nous a permis de réaliser des usines de production. Et ces usines de production ont amélioré considérablement la situation, tant au niveau d'Abidjan qu'au niveau de l'intérieur du pays. De telle sorte que de 54% de déficit que nous enregistrons en 2011, aujourd'hui, sommes arrivés à 80% de desserte, ce qui nous permet de dire que nous sommes à un déficit, n'est-ce pas, qui a été sérieusement comblé. En avril 2018, Bouaké a connu une sévère pénurie d'eau potable du fait d'une longue sécheresse qui a occasionné le tarissement de la quasi-totalité de la réserve d'eau retenue par le barrage de la Loka. Le renforcement de l'alimentation en eau potable est donc une bonne nouvelle pour les populations de cette ville. Bilan toujours en hausse en Côte d'Ivoire. 381 nouveaux cas contaminés au coronavirus ont été enregistrés ce jeudi et un nouveau décès. On écoute le directeur de la santé à ce propos. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la COVID-19 au 18 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 18 juin 2020, 381 nouveaux cas de COVID-19 sur 1592 échantillons prélevés, soit 24% de cas positifs, 114 guéris et un décès. Nous déplorons un décès. Il s'agit d'un patient de 44 ans, diabétique, décédé le 17 juin 2020 au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc
6 444 cas confirmés, dont 2 863 personnes guéries, 49 décès et 3 532 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 41 443. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 18 juin 2020, Dr Eugène Akarawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ouais. Comme indiqué donc sur ce graphique, à ce jour dans le pays, on dénombre 6 444 personnes contaminées au coronavirus, dont 2 863 guéris, 49 personnes décédées et 3 532 cas actifs. Le développement du secteur de la presse numérique était l'objet d'une rencontre à Abidjan entre le Fonds de soutien et de développement à la presse et le réseau des professionnels de la presse en ligne. Les deux entités entendent collaborer pour une presse numérique plus compétente. Salif Yalikoué. Le Fonds de soutien et de développement de la presse entend miser sur le réseau des professionnels de la presse en ligne pour accompagner le développement du secteur des médias numériques en Côte d'Ivoire. Annonce faite par le nouveau président du conseil de gestion de ce fonds étatique dédié au secteur de la presse. L'objectif principal du ministre de la Communication et des Médias, c'est vraiment d'approprier, d'aller vraiment rechercher, d'aller puiser dans nos réserves toutes les solutions adéquates pour vraiment accompagner le secteur de la presse et relever les défis. Je retiens qu'il y a pas mal d'initiatives qu'on peut prendre ensemble, qu'on peut soutenir, que le fonds peut accompagner. Le président du conseil de gestion du FSDP a par ailleurs félicité la fêtière des médias numériques de Côte d'Ivoire pour ses initiatives en faveur de la structuration et le développement de ce secteur. Le premier responsable du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Lassina Sermé, a quant à lui rassuré ses hôtes de l'engagement et de la disponibilité de son organisation. Le FSDP mise beaucoup sur notre réseau pour le développement de ce secteur qui est celui de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Nous lui avons présenté nos différentes activités, non seulement les activités en cours d'exécution, mais également les perspectives en termes d'activité. Le président du fonds a été très enchanté par les activités que nous menons, notamment notre campagne dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre la Covid-19, la mise en ligne d'un site dédié au fact-checking pour lutter contre les fake news, les fausses nouvelles relativement à la Covid-19. Créé en 2006, le Reprelsi regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Cette fêtière des médias numériques ivoiriens s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique ivoirienne. Je vous le disais, l'ex-président Laurent Gbagbo appelle au dialogue et une élection apaisée à 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a mandaté la vice-présidente du Front populaire ivoirien afin de mettre en place une équipe qui sillonnera le pays afin de diffuser des messages de paix. Pierre Dupont-Muellin. C'est la première fois qu'il passe un message à ses militants depuis que la CPI, Cour pénale internationale, a assoupli fin mai les conditions de la liberté conditionnelle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon son porte-parole, Cathy Nankone, Laurent Gbagbo a demandé à son parti, le Front populaire ivoirien, et à ses alliés de porter cette initiative afin d'entreprendre en amont toutes les démarches nécessaires
en direction des acteurs politiques, des leaders d'opinion de la société civile et religieuse, ainsi que des représentations diplomatiques présentes dans notre pays, à l'effet de travailler à la pacification. Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. Acquitté en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo est en attente d'un procès en appel de la procureure Fatou Bensouda. Son parti, qui peine à parler d'une seule voix, n'a pas encore désigné de candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Une semaine après l'attaque de Kafolo, les opérations de ratissage dans cette zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso portent déjà leurs fruits. Plusieurs personnes ont été interpellées, du matériel logistique détruit et du matériel de communication saisi par les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. L'attaque qui n'a par ailleurs toujours pas été revendiquée. Sali Yalekwe. Jeudi dernier, la localité de Kafolo, à 140 km de Ferkessédougou sur la route de Kong, a fait l'objet d'une attaque tôt le matin. Une semaine après ce drame, le chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia, après un ratissage, fait un point à travers un communiqué. L'état-major général des armées a mis en œuvre une opération de ratissage engageant des moyens aériens et terrestres dans le parc national de la Comoé ainsi que dans la zone de Kafolo, suite à l'attaque du poste mixte de cette localité le jeudi 11 juin 2020. Au 6e jour des opérations, le bilan s'établit comme suit. 27 individus interpellés, du matériel logistique détruit, du matériel de communication saisi. Par ailleurs, le communiqué précise qu'une cérémonie d'hommage sera organisée dans les prochains jours en l'honneur des militaires tombés dans cette localité. À l'étranger, en Afrique du Sud, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, une école a eu la brillante idée d'installer des cloisons sur les pupitres d'élèves, une solution économique et novatrice qui protège les enfants contre la maladie à coronavirus. Yéli Traoré. Des cloisons dans la classe pour protéger les écoliers d'une contamination au Covid-19. C'est la trouvaille d'une école primaire de la municipalité du Cap. Les principaux concernés se réjouissent de ces nouvelles installations. Ils ont mis en place des cloisons pour nous protéger. C'est très bien parce qu'ils nous protègent de la personne qui est derrière. Donc, quand il tousse, il ne peut pas tousser exactement vers moi. Donc, je suis protégé. L'enseignant à l'origine de l'initiative explique comment cette idée de mettre les enfants sous des cloisons lui est venue. Les salles sont trop petites et la distanciation sociale est un gros problème. Comment allons-nous assurer la sécurité des enfants et des enseignants? Et puis, nous avons trouvé une solution. J'ai eu cette idée et j'ai dit, écoutez, j'ai beaucoup de planches à la maison, je vais vous faire des cadres pour les classes. Nous avons donc utilisé du bois que nous avons ramassé, le plastique que nous avons reçu d'un de nos professeurs. Depuis le 19 mars, début du confinement très strict imposé par le président Cyril Ramaphosa pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, les écoles d'Afrique du Sud étaient fermées. Elles ont rouvert il y a 2 semaines. Le pays connaît un nombre de 76 334 cas de contamination, dont 1625 décès. Immersion au cœur des charbonnières de San Pedro, des femmes au quotidien difficile dans un décor aux airs de fin du monde. Un sujet à découvrir juste après le JT. Un extrait. Nous sommes sur l'un des sites de production artisanale de charbon dans la ville de San Pedro. Ça me brûle même. Mais je vais faire comment? Je suis assis à la maison. S'il est tombé malade, où j'ai gagné l'argent pour le soigner. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à tous.